Antoine BM ne veut pas acheter de NFT. On réagit à sa vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour rejoindre le Discord où on apprend à comment gagner de l'argent avec les NFT. On partage des infos exclusives sur les NFT toute la journée. On présente nos stratégies, comment accéder aux préventes, aux whitelists. Fabien répond à toutes vos questions. Bref, du très très lourd si vous souhaitez apprendre à faire de l'argent avec les NFT. Apparemment, pas comme Antoine BM. Fabien, à toi. Exactement. Voilà. Donc, on va passer en revue rapidement, alors pas toute la vidéo parce qu'elle est un peu longue, mais on va passer en revue quelques extraits de Antoine BM pour voir un petit peu pourquoi il n'achète pas de NFT, quel est son point de vue, quel est notre point de vue, et du coup confronter les points de vue pour voir comment ça va. Alors, sachant que j'ai déjà vu la vidéo, donc ce ne sera pas une découverte, mais au moins pour reprendre des petits extraits intéressants. Peut-être qu'on peut présenter Antoine BM. Rapidement, Vas-y. c'est un infopreneur très connu qui a une certaine aura dans le monde du business Internet, qui a réussi à gagner sa vie en vendant des formations sur Internet, plutôt très très bien sa vie. Il était digital nomade au début, puis il a petit à peu changé d'avis. Maintenant, il habite à Paris. Voilà, c'est un peu la présentation. C'est quelqu'un qui a plutôt bien, voire très très bien réussi dans le milieu du business Internet. Exactement. Alors, on va écouter rapidement la petite introduction et après on avance. Et c'est une connerie totale. Il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent avec la révolution Internet. Mec, tu voulais aider les entrepreneurs à créer un nouveau Facebook, tu te retrouves à vendre des vignettes. Alors, plutôt que de parler de l'intro comme ça, parce que là, l'intro, il va un peu trop vite dans le sujet, je vais aller directement à la partie, parce que ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Je vais aller directement à la partie, le problème avec la plupart des NFT, parce que sinon, on va se répéter et j'ai pas envie de faire de redondance dans la réaction. On va aller là. Mais ce que je voulais pointer aujourd'hui, c'est pour moi le vrai problème aujourd'hui avec les NFT. Et il est complètement en dehors de considérations artistiques. En fait, on a d'un côté les vrais artistes, comme Beeple, qui créent des œuvres d'art et qui les... Juste, lève le son de la vidéo. Mets-le à fond. Voilà. Je sais pas si t'as entendu. Alors, il nous parle de Beeple en disant que Beeple, c'est en dehors des considérations artistiques, donc il met d'un côté les collectibles, de l'autre côté les artistes. Et il y a une séparation totale, ce qui est plus ou moins vrai, là-dessus on est d'accord, et en nous disant que Beeple, c'est un médium qui va lui permettre de vendre ses œuvres et que des gens vont pouvoir acheter parce qu'ils apprécient ces œuvres-là. C'est une vision extrêmement naïve de la chose. Mais alors, quand je dis extrêmement naïve, c'est vraiment extrêmement naïve. Il présente la chose de manière à ce que les gens qui achètent du Beeple, ils achètent du Beeple parce qu'ils apprécient l'art et que du coup, ils le veulent chez eux. C'est complètement faux. La très très grande majorité des gens qui achètent du Beeple, comme nous, on a acheté un Hearst d'ailleurs, c'est pas parce que j'apprécie Hearst. Hearst, je m'en fous complet. Je n'achète pas un Hearst ou j'achète pas. D'ailleurs, j'ai envie d'acheter un Beeple, mais je n'ai pas acheté un Beeple parce que j'apprécie l'art. Je vais acheter un Beeple de la même manière que je vais acheter un collectif pour le revendre et pour faire de la thune. Donc, Dans un but spéculatif. sa considération de dire il y a de l'art, les gens achètent de l'art parce qu'ils apprécient l'artiste, c'est faux. C'est complètement faux. C'est simplement que la spéculation sur un artiste, elle est beaucoup plus longue que sur des collectifs. Les collectifs, c'est vraiment du quick flip, ça va être très très rapide. Sur un artiste, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais par contre, le temps est récompensé par le fait que les multiplicateurs, les coefficients multiplicateurs sont en général beaucoup plus élevés. Si on achète du Beeple, c'est pour le revendre plus cher. C'est dans la très 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 grande majorité des cas. C'est absolument pas parce qu'on apprécie l'artiste. C'est faux. Ok, donc en fait, quand il parle du monde de l'art traditionnel et de l'autre côté, le monde des collectibles NFT, en disant que les gens achètent des NFT pour l'art, bon, en fait, ils n'achètent pas des NFT de l'art, ils achètent de l'art pour la spéculation, mais c'est un peu le concept de l'art en général au final. C'est le concept de l'art en général, mais les NFT ne sont pas épargnés. Et dire que les gens font ça parce qu'ils aiment l'artiste, non, ils font ça parce qu'ils ont envie de le revendre plus cher plus tard, c'est tout. Et ça s'arrête là. Dans la plupart des cas, bien sûr, des exceptions. Évidemment. Et de l'autre côté, les opportunistes. Et quand je parle des opportunistes, je pense aux CryptoKitties, aux CryptoPunk, au Bored Ape Yacht Club, qui sont des projets de NFT qui en fait ne consistent pas vraiment à créer des œuvres d'art artistiques, mais plutôt de créer une série d'images très similaires les unes aux autres, très simples, qui globalement peuvent être faites en embauchant un mec sur Fiverr et en lui payant 5 € par image, et de lancer parfois 5 000, 10 000 variations de la même image, en espérant réussir à générer une hype autour et que certaines de ces images prennent énormément de valeur. Et évidemment, alors, beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais il ne dit pas sur les bonnes collections.
Il a pris pile les collections qui ne correspondent pas à ce qu'il dit. Il a pris CryptoKitties, Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks. CryptoKitties, c'est une des toutes premières collections NFT. Ça date de 2017. Et les CryptoKitties ont une particularité qui est absolument unique et qui du coup a été repris par Axie Infinity derrière. C'est le breeding. C'est de se dire, avec 2 NFT, je vais pouvoir breeder et récupérer un nouvel NFT. C'est ultra, ultra innovant. Ça a permis à Axie Infinity de réutiliser ces technologies-là pour faire du breeding pour les Axie et donc de permettre de faire un jeu qui est beaucoup plus complet. C'est grâce à une technologie pareille qu'aujourd'hui, ce jeu-là, il peut exister. Donc, c'est en termes d'innovation, c'est incroyable ce qu'on fait CryptoKitties et en plus, c'était hyper tôt. Ça a été fait par Dapper Labs. Dapper Labs, aujourd'hui, ils font NBA Top Shot, ils font UFC, ils font des trucs de ouf. C'est absolument pas le bon exemple pour parler de quelque chose qui est fait à la va-vite et qui est fait par un artiste sur Fiverr. C'est faux. L'image du CryptoKitties, on s'en fout. Ça marche pas du tout. Les CryptoPunks, c'est pareil. Oui, l'image, elle n'est pas belle, mais ce n'est pas l'image qui est importante. C'est le fait que c'est une des premières collections ERC 721. C'est une première collection avec 10 000 images. C'est une première collection à avoir introduit la rareté. Pareil, en termes d'historique, c'est absolument énorme. Tu veux dire, c'est un moment d'histoire, en fait, plus que c'est un moment d'histoire à la frontière entre l'artistique et le numérique, c'est ça? Et c'est surtout une prouesse technique. C'est une des premières prouesses techniques. Enfin, c'est un peu comme critiquer un mec qui va faire un programme en C qui va être une image toute dégueulasse en disant ouais, l'image elle est dégueulasse, ça peut se faire en 30 secondes. Oui, mais ce n'est pas l'image qui est importante, c'est la programmation qui a été faite avant. Ok, intéressant. Et pour les Bored Ape Club? Les Bored Ape Club, c'est un peu différent. On s'approche un peu plus de ce qu'il dit, mais ça reste faux. Dans le sens où il dit ça a été fait rapidement à la va-vite. Bon, déjà, les Bored Ape, il y a quand même du travail artistique, c'est pas vraiment fait à l'arrache. Ça fait partie des premiers également à avoir fait des collections. Et c'est les premiers à avoir introduit le concept de club. On n'achète pas un Bored Ape pour le revendre plus cher. Justement, c'est un des rares où on n'achète pas pour ça. On peut évidemment, mais ce n'est pas la raison principale. Si Neymar il achète un Bored Ape, ce n'est pas pour le revendre plus cher. Hein. Neymar, il s'en tape de le revendre plus cher. Kimpembe, c'est pareil. Il me semble avoir vu Rudy Gobert qui en avait un tout à l'heure. Rudy Gobert, c'est pareil. Il n'achète pas ça pour faire de la spéculation. Ce n'est pas son objectif, ça se voit bien, c'est évident. Il achète ça parce qu'il fait partie d'un club. Donc, les exemples qu'il prend, c'est dommage parce qu'il aurait pu prendre tous les autres exemples possibles et il prend les 3 plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas tant étudié ça, son sujet au final. Il ne connaît pas tant que ça les NFT. Et en disant, je prends le truc qui est en surface et je vais dire que ça, c'est pas bien, prends des collections qui sont de la merde. Enfin, il y a juste des exemples, il y en a une tonne. Des cash grabs. Le choix ne manque pas, Antoine. Les choix ne manquent pas et il prend pile les mauvaises. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les NFT. Ça se voit. Enfin, ça se voit en faisant ça. Il n'a pas creusé, en fait. Il ne connaît pas tout l'historique qu'il y a derrière et la dimension technologique, technique et la prouesse de développement que ça nécessite et que ça a permis, c'est ça? C'est ça. Enfin, il aurait pris n'importe quelle collection un peu pourrie, ça marchait. Celle-là, non. Justement, s'il ne fallait pas prendre des exemples, c'était ceux-là. Ok. En vendre une seule, on va en créer 5000 parce que pourquoi se priver de multiplier ses revenus? Donc finalement, on est sur un modèle qui ressemble un peu à des cartes Pokémon ou à des vignettes Panini qui prennent de la valeur parce qu'on a réussi à créer une hype autour et qui sont vendues en première main, généralement autour de 1 000 € pièce et qui peuvent évidemment, et c'est l'objectif de leurs créateurs, qui peuvent prendre de la valeur à la revente. Et le coût de mettre autour... Alors, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le concept des cartes Panini avec le fait que les gens espèrent que ça va se revendre plus cher. C'est vrai, tout est vrai. 1 000 €, c'est quand même très élevé. 1 000 €, ça veut dire 0,3 Ether, c'est très très rare. Mais le reste est plutôt vrai. Non, mais juste une remarque. En fait, je comprends pas pourquoi on a le droit de critiquer les NFT mais pas les cartes Panini. Si le concept est le même, pourquoi tout le monde a une relation plutôt émotionnelle, nostalgique à la carte Panini, à la carte Pokémon et ne trouve pas ça scandaleux alors que les NFT, ça scandalise le monde entier en fait. Pourquoi l'un et pas l'autre? Dans les cartes Panini, c'est le même concept, mais ça scandalise personne alors que c'est le même concept. Mais par contre, sur cette partie-là, je suis d'accord avec lui, c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai qu'il ne faut pas le faire. C'est d'ailleurs l'objectif de notre chaîne. Nous, on encourage les quick flips. On n'est pas une société d'investissement, bien évidemment. Faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil financier. Mais nous, on fait des quick flips, justement, acheter, revendre, parce qu'il faut en profiter. Enfin, s'il y a des gens qui sont prêts à penser que derrière, ça va se revendre encore plus cher et qui veulent bien vouloir acheter, vous ne leur mettez pas un couteau sous la gorge. Ils sont contents de l'acheter. C'est eux qui ont cliqué. Enfin, il n'y a pas eu de...
C'est ça. En fait, notre point, c'est qu'on ne changera pas le système, donc autant l'utiliser à notre avantage le plus possible et en tirer les meilleures parties. Donc Après, ce voilà. qu'il dit, c'est vrai. Tour de ces NFT opportunistes, c'est que c'est possible d'inscrire dans la technologie une fonction qui nous permet de toucher une commission à chaque revente. Et c'est ça le coup de maître. C'est-à-dire que si tu vends tes vignettes Panini 1000 € pièce et que tu arrives à en vendre 1000, c'est déjà super, tu as gagné 1 million. Alors après, il y a des frais pour les créer, mais tu as quand même fait un beau pactole. Mais le mieux, c'est que si tu arrives à créer une hype autour de ça et que les gens les revendent à de nouvelles personnes, bah toi, tu vas toucher une commission à chaque fois. Alors pourquoi est-ce que les gens achètent ces imageries, ces NFT opportunistes? Généralement pour deux raisons. Soit pour l'appât du gain, parce qu'ils espèrent les revendre plus cher, parce qu'on leur a souvent bien moussé la planche en leur disant tu vas voir, tu vas gagner plein d'argent avec, ou alors comme un status symbole, comme un symbole de statut pour dire aux gens regardez, je possède par exemple un exemplaire de CryptoPunk qui sont des NFT qui ont pris une valeur astronomique. C'est vrai. Tout est vrai. Là, il a raison sur tout, hein. Il y a des spéculateurs et des gens qui font ça pour le statut social. Mais en fait, pourquoi critiquer le statut social alors que des gens achètent une Rolex? Et quand on achète une Rolex, c'est une montre très chère. On n'achète pas une montre, on n'achète pas quelque chose pour montrer l'heure. On achète un statut social. Une Ferrari, c'est pareil. Il y a peu de gens qui achètent Enfin, évidemment, les gens aiment la mécanique, mais peu de gens achètent une Ferrari ou une Lamborghini pour la puissance de ses moteurs. Ils l'achètent pour le statut que ça dégage. Enfin, voilà. En fait, il y a tellement de choses dans la vie pour lesquelles c'est le cas. Je comprends pourquoi se poser la question des NFT plus que pour le reste. C'est ça, si NFT c'était un statut social et que les gens achètent pour le statut, écoute, pourquoi pas? En fait, les gens achètent pour le statut dans tellement de domaines. Il y a tellement d'achats qui sont liés au statut. Pourquoi critiquer ça et pas les mecs qui achètent des bouteilles de Dom Pérignon en boîte de nuit qui ne boiront même pas? C'est pareil, c'est un statut, c'est pour montrer qu'on a de l'argent. Mais au final, il n'y a pas de vidéo YouTube en permanence pour dire que voilà, le scandale des bouteilles de Dom Pérignon en boîte de nuit vendues 50 fois plus cher que leur prix normal. Ou les Rolex, pareil. Pourquoi acheter une montre à pas entre 10 et 1 million d'euros alors que c'est juste un moyen, alors que n'importe quel téléphone montre l'heure aujourd'hui? C'est ça, c'est pareil. Donc ce qu'il dit, c'est vrai, mais après, pourquoi le critiquer en fait? Enfin, et si les gens achètent parce qu'ils espèrent gagner plus d'argent, du coup, il faut qu'ils soient un peu plus intelligents pour le faire, qu'ils le fassent bien et qu'ils rejoignent le Discord d'ailleurs pour le faire bien. Comme ça, ils apprendront à le faire mieux et à faire beaucoup moins d'erreurs dans tous les cas que s'ils le faisaient tout seuls. Et dernier point, c'est qu'en fait, quand il dit les gens ils font ça pour gagner de l'argent, mais en fait, quelqu'un qui met de l'argent sur son livret A, il fait ça aussi pour gagner de l'argent. Quelqu'un qui met de l'argent en bourse, il fait ça pour gagner de l'argent. Quelqu'un qui met de l'argent dans des crypto-monnaies, il le fait pour gagner de l'argent. En fait, c'est un concept humain d'avoir X et de vouloir davantage. Donc à partir de là, pourquoi critiquer ça et pourquoi critiquer ce véhicule qui est le NFT plutôt que n'importe quel autre véhicule? Personne n'a jamais craché sur quelqu'un parce qu'il mettait de l'argent dans son livret A en se disant je vais faire 0,5% à la fin de l'année. Pourquoi on le ferait sur les NFT alors que les risques sont plus importants, les gains sont potentiellement plus importants, mais les risques le sont également. C'est un choix. Alors je voudrais juste résumer qu'est-ce qu'on a. On a un produit alibi. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout de la gueule de ton CryptoKitty. Les gens ne l'achètent pas pour la beauté de l'art. On a un produit qui ne sert à rien, si ce n'est justifier d'avoir quelque chose à vendre. Donc on a un produit alibi. On a des gens qui achètent ce produit, non pas pour le produit, mais pour gagner de l'argent. À chaque transaction, le créateur s'enrichit. Et qui c'est qui enrichit ses créateurs? C'est les derniers arrivés dans la machine. Et c'est les derniers arrivés qui perdent leur mise au moment où le soufflet retombe, où la hype redescend. Ça, c'est le concept de n'importe quel actif. C'est pareil pour les actions, c'est pareil pour l'art en général, c'est pareil pour tous les artistes, les peintres traditionnels avant que les NFT existent, hein. C'est ça. En fait, c'est vrai, encore une fois, mais c'est juste que c'est partout pareil. En fait, pourquoi s'offusquer de ça alors qu'il y a des tonnes de domaines dans lesquels c'est le cas depuis des années, voire des décennies, et que ça n'a jamais choqué personne sur YouTube, sur Internet ou dans la vie en général, quoi. C'est exactement ça. Il n'y a pas de. Et c'est marrant parce que du coup, on n'a aucune critique des artistes, alors que c'est pareil. Et pourtant, les artistes, par exemple, eux, ils ont le droit. Exactement. L'art, c'est exactement la même chose, hein. C'est strictement le même domaine. Et les sociétés telles que Sotheby's, c'est OpenSea en fait, hein. C'est OpenSea de l'ancien monde, hein. C'est OpenSea. D'ailleurs, il y a même des partenariats entre Sotheby's et OpenSea. Donc, c'est bien. Voilà. Vrai reconnaissent vrai, comme on dit. Ouais.
À quoi est-ce que ça nous fait penser? Il n'y a pas à chercher loin. C'est la définition d'un système pyramidal, d'une pyramide de Ponzi. Simplement, comme c'est nouveau et comme ça utilise des nouvelles technologies, ce n'est pas encore régulé. Donc, globalement, les NFT opportunistes aujourd'hui, c'est rien d'autre qu'un Ponzi légal. Contrairement à ce que disent tous les entrepreneurs qui essaient de refourguer le NFT, acheter des NFT, c'est pas un business. Il y a zéro valeur ajoutée. Les gens qui vendent ces NFT opportunistes vendent littéralement du vide, puisque les produits, c'est des JPEG créés probablement à pas cher. Alors, ici, il parle d'un point. Il nous dit les NFT n'ont zéro utilité. Juste, je peux revenir avant sur le Ponzi. C'est pas un Ponzi. La définition du Ponzi, c'est pas celle-là. La définition du Ponzi, c'est quelqu'un qui entre et qui va financer la rentabilité de celui qui est au-dessus de toi. Donc en fait, là, on n'est pas dans un système de Ponzi puisque c'est quelque chose. Le Ponzi est réellement dans un domaine où tu vas financer la rentabilité de l'ancien qui est au-dessus de toi. Et le jour où tu te sors, tout s'écroule. Mais là, le jour où tu sors, tout ne s'écroule pas. C'est juste que c'est différent. Enfin, c'est pas la définition clairement du Ponzi. Le Ponzi, c'est un peu la tarte à la crème dans laquelle, dès que les gens ne comprennent pas quelque chose, c'est un Ponzi. On bascule ça pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est un peu la tendance d'Internet de parler de Ponzi sans vraiment maîtriser la définition. Ouais, c'est facile. En plus de ça, il nous dit, voilà, ici, il nous dit les NFT, ils n'ont aucune utilité. Encore une fois, c'est vrai pour la plupart. Pour la très, très grande majorité, c'est vrai. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'utilité aujourd'hui que ce ne sera pas utile demain. Déjà, alors sur toute la vidéo, là, je fais un petit spoiler, mais sur toute la vidéo, il n'y a aucun moment où il parle de jeux vidéo. Alors que les NFT dans le jeu vidéo, c'est en toute logique la plus grosse industrie du NFT, de très, 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 très loin. Il suffit de voir les volumes de transactions sur les NFT aujourd'hui. Qui est premier d'ultra loin, c'est Axie Infinity. Axie Infinity, c'est plus de 3 milliards. OpenSea, il est à 1, quoi. Donc, c'est 3 fois plus. Juste un jeu, un seul jeu. Et le jeu est pas non plus, enfin, il est populaire, mais pas non plus à un point démesuré. Demain, on prend 10 jeux qui sont populaires, les volumes deviennent monumentaux. Et là, pour le coup, en termes d'utilité, il y en a clairement une. Enfin, c'est très, très net. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas en disant bah non, il n'y a pas d'utilité. Bah si, les jeux vidéo, c'est une utilité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait et qu'aujourd'hui, c'est pauvre, qu'il n'y a rien, que ce ne sera pas le cas plus tard. Évidemment que quand ça démarre, ben, on fait les trucs les plus simples. Les trucs les plus simples, c'est des JPEG. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des JPEG qui sont faits et qui ne servent à rien que ce sera toujours le cas à l'avenir. Exactement. Je suis d'accord avec ça. Et ils les vendent sur des promesses d'argent facile. Donc, ce n'est pas un business. Alors, ce qui est fou, c'est que cette escroquerie peut être sponsorisée sur Facebook. J'ai notamment été targeté il y a quelques jours par cette publicité qui promet de gagner ses premiers 20 000 € en 30 jours, rien que ça. Mais Des petits concurrents, apparemment. Ouais, alors ça choque personne quand on parle de lancer des business en ligne avec 20 000 € en 30 jours ou pour n'importe quel business ou pour du coaching, pour du MLM, pour tout type de business en ligne. Ça l'offusque. Pour la formation en ligne, son système est basé entièrement là-dessus. C'est vendre. D'ailleurs, même son système au final, il est très similaire au NFT. Il vend des formations à des gens pour leur apprendre à faire des formations, qui apprennent à faire des formations. Et après, il s'offusque du monde du NFT, alors qu'au final, son business entier est de dire j'ai fait ça, donc je vais vous apprendre à faire la même chose, qui va apprendre à faire la même chose au suivant, au suivant, au suivant. Moi, je ne prononcerai pas le mot de Ponzi parce que la définition est quand même un peu plus poussée que ça. Mais voilà, s'offusquer des NFT alors que tu as gagné ta vie en faisant des formations pour apprendre à faire des formations sur Internet, je trouve pas ça très, 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 très carré en fait. Surtout que, à la différence des formations, nos résultats, on peut les prouver. On a un wallet. Le wallet, il est public. Les transactions sont publiques. On les voit, quoi. Si le mec qui vend ça, il n'a pas fait d'argent, eh ben, ça va vite se voir. Hein. Exactement. Et voilà, ces promesses de vente, c'est la base du marketing. Même lui, il l'enseigne, hein, j'imagine. Enfin, je ne sais pas s'il l'enseigne. Je ne veux pas dire n'importe quoi parce que je n'ai pas tout lu. Mais la promesse de dire vous allez gagner tant d'argent en tant de jours avec telle méthode, c'est un classique du business Internet. Et ce n'est pas quelque chose qui est apparu avec les NFT. C'est quelque chose qui est très, très ancien et que les NFT ont juste repris comme tant d'autres business avant eux. Même si vous ne connaissez rien, ce qui est quand même une promesse un peu trop alléchante pour être vraie, et c'est normalement le genre... Un peu trop alléchante pour être vrai. Ça, c'est faux, ça. Par contre, c'est vrai. Hein. Nous, c'est ce qu'on a gagné. Et clairement, on n'y connaissait rien. Et puis, on a gagné pas mal d'argent rapidement. Hein. C'est ça. Enfin, un peu trop alléchante pour être vrai. C'est pareil. Ça fait vrai. Il suffit de regarder. Enfin, il n'y a pas de secret. Regardez les wallets et vérifiez.
Ça fait un peu le discours de boomer, je comprends pas, donc ça me saoule, donc je vais dire que c'est de la merde. De promesses qui sont parfaitement interdites sur ce genre de plateforme, mais apparemment cette publicité a réussi à passer le filtre de Facebook. Si on s'intéresse un peu plus à ce qui est marqué dans la publicité, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont très alléchantes. Par exemple, on nous dit chaque jour, des personnes ordinaires aux quatre coins du monde génèrent des millions d'euros en revendant des NFT. C'est probablement vrai, mais je peux... Voilà. Il le dit lui-même, c'est probablement vrai. Probablement vrai. Mais c'est ça le copywriting, Antoine. En fait, c'est ce que tu apprends dans tes formations, c'est reprendre des termes qui sont vrais et les placer de manière intelligente pour pouvoir créer la persuasion et créer le désir. Donc, en soi, rien de nouveau sous le soleil, hein. De manière tout aussi exacte, chaque jour, des personnes ordinaires aux quatre coins du monde se font avoir comme des gogos et perdent tout leur argent sur un projet NFT bidon. C'est pour ça qu'il y a des formations qui vous permettent d'être du bon côté et du côté plutôt gagner des millions plutôt que de se faire avoir. Exactement. C'est justement le but de la formation, c'est d'être du bon côté et pas du mauvais. Parce qu'effectivement, si vous arrivez à gagner 30K ou 40K, il y a un ensemble de personnes qui en ont perdu 30 ou 40. C'est le jeu. C'est comme la bourse, c'est comme l'immobilier, enfin, c'est comme tout. C'est juste que vous voulez être du bon côté. Tout simplement. Sur un biais du survivant, c'est pas parce qu'il y a 5 pélos qui ont réussi à devenir millionnaires parce qu'ils ont réussi à refourguer leur NFT pourri que tout le monde va réussir à le faire. C'est comme si tu dis... C'est pas comme s'il y avait une personne qui arrivait à vendre des formations et qui faisait beaucoup d'argent avec, que tout le monde allait réussir à le faire. Surtout dans le domaine de la formation en ligne, hein. C'est pas parce qu'Antoine Ben gagne des dizaines de milliers d'euros par mois, comme il l'indique ouvertement et publiquement, que voilà, tout le monde va réussir à le faire dans sa communauté et sur son groupe Facebook. On est même plutôt très, très, très loin de ça aujourd'hui, hein. Donc, c'est son biais du survivant, il est encore plus fort dans son business model que dans le business model des NFT, clairement. Exactement. Si on regarde dans notre Discord, pour le coup, on a déjà des gens, c'est probable, on peut le montrer, qui ont déjà gagné plus de 5, 6, 7, 10 000 dollars dans le mois. Exactement. Bon, pas tous, évidemment, mais déjà pas mal de personnes. Voilà. Et certainement plus qu'après un mois à suivre les cours d'Antoine BM. Avant-hier, Martine, dans le Var, a gagné la super cagnotte de 13 millions à l'euro-million. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce qu'on ne dit pas, c'est que Martine a gagné ses 13 millions parce qu'il y a 5 millions de gens qui ont acheté un ticket et qui ont perdu. Cet argent, il n'est pas créé par la beauté du Saint-Esprit. Cet argent, c'est simplement l'argent des nouvelles personnes qui arrivent en espérant se faire de l'argent. Donc, dans ces cas-là, la pub de la Française des Jeux est illégale. C'est pas normal. En plus, c'est l'État qui fait la promotion. Enfin, c'est pareil. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Cela dit, non, je crois qu'il y a eu l'IPO de la Française des Jeux, c'est devenu une société privée, cela dit. Mais bon, c'est un sujet à part, mais bref. Voilà, la Française des Jeux, pour le coup, c'est public. Enfin, c'est forcément, ça appartient minimum à l'État. Ah ouais, pourquoi c'était un truc? On ne peut pas faire de loterie en étant une entreprise privée, justement, c'est interdit. Ok, donc voilà, oui, donc exactement. Et encore une fois, le biais du survivant, il s'applique extrêmement bien à son business model, hein. Le business model des formations en ligne, il est quand même très difficile. Avoir une petite communauté et fournir du contenu au quotidien via une plateforme quelconque et vendre des formations à cette communauté de manière récurrente, c'est extrêmement difficile. Et c'est parce qu'Antoine a réussi qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers qui sont cassés la gueule avant lui ou après lui, ou même encore aujourd'hui. C'est le premier biais derrière ces offres très alléchantes. C'est pas parce que ça marche pour certains que ça marche pour tout le monde. C'est évident quand on y pense. Pourtant, quand on lit ce genre de phrases, on n'y pense pas toujours. Et encore une fois, ça s'applique pareil de la même manière à ces formations à crédit. Non, mais c'est comme les gens qui parlent de footballeurs pro. Oui, c'est le biais du survivant, mais ça n'empêche pas C'est quand les gens regardent Mbappé et télé, ils se disent pas, ouais, il y a un biais du survivant. Et tous les jeunes qui le regardent, ils ont envie de le ressembler et de devenir footballeur pro. C'est aussi ça qui fait qu'ils s'arrachent et qu'ils se donnent et qu'ils vont en centre de formation et qu'ils poursuivent là. Sinon, à ce moment-là, on ne fait plus rien, quoi. Exactement. Et puis ensuite, la grosse force derrière le marketing des NFT, c'est le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose, la peur d'être laissé sur le carreau, d'être laissé sur le côté, pendant qu'il y a nos voisins, nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont en train de s'enrichir avec cette opportunité business exceptionnelle. Donc on a des phrases du style « Vous avez raté la révolution Internet, ne ratez pas la révolution NFT ». Mais c'est une connerie totale. Il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent avec la révolution Internet. On semble oublier que 98, 99, 2000, on a eu une des plus grosses bulles financières de l'histoire autour d'Internet. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les NFT, avec les cryptos. C'est-à-dire que oui, il y avait une technologie qui était prometteuse.
Oui, il y avait une technologie qui allait être révolutionnaire, mais ce qu'on nous vendait à l'époque, c'était pas ça. La plupart des gens, ils n'ont pas acheté des titres Amazon ou des titres Microsoft. Ils ont acheté des titres à la con d'entreprises qui avaient rien d'autre qu'un nom de domaine et qui s'échangeaient pour des millions. On disait aux gens exactement la même chose que ce qu'on leur dit aujourd'hui pour la NFT. On leur disait Internet, c'est une révolution, donc achète mon produit. D'où l'intérêt de l'octroi analytique, déjà, de sortir rapidement, de faire une bonne gestion de son argent. Si ça monte rapidement, de pouvoir vendre à certains moments, d'avoir une bonne gestion de sa bankroll et de comment on va vendre, acheter et vendre, en fait, c'est tout simplement. Exactement. Et j'aimerais ajouter un point sur le FOMO. Le FOMO, c'est pas lié au NFT, en fait, c'est le concept général dans l'ensemble des business sur Terre. L'être humain est par nature feignant, et s'il sortir la carte bleue, c'est un acte difficile, donc il aura du mal à le faire, donc il faut forcément le pousser avec une urgence. L'urgence, c'est pas quelque chose qui est lié au NFT. Antoine Bem le sait très bien. Dans ses listes email, il envoie beaucoup de promotions dans lesquelles il fait des tarifs spéciaux sur ses formations en créant justement ce FOMO pour les vendre de manière plus efficace. Il l'applique à merveille. C'est quand même un peu ironique de l'entendre critiquer le FOMO alors que c'est la base de sa stratégie marketing sur sa vente de ses formations en ligne. Ces formations sont toujours en promotion pendant un jour ou deux et après, elles arrivent au tarif normal. Pourquoi? Parce qu'il faut faire FOMO. Exactement. Et c'est pareil dans des tonnes de domaines, dans l'immobilier, dans le monde de l'automobile, dans à peu près tout, il y a du FOMO. Et la création d'urgence, c'est un des principes de base du marketing. Ça s'appuie sur une psychologie humaine qui est assez basique et qui est utilisée dans l'ensemble des domaines de l'économie. Ça choque personne, mais dès que c'est appliqué au NFT, d'un coup, ça sent mauvais. Bref, c'est un peu… je trouve ça quand même très ironique qu'ils critiquent le FOMO parce que là, c'est vraiment la partie la plus… l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Ouais, complètement. Sauf que c'est pas parce qu'il y a une technologie révolutionnaire que ton produit, c'est pas de la merde, Coco. Donc, il y a des tas de gens qui sont fait avoir à l'époque en achetant des titres, en investissant parfois toutes leurs économies dans des coquilles vides, dans des entreprises qui n'avaient pas. Investir toutes ses économies, tout le monde le sait, on ne met jamais all-in. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc après, c'est une erreur humaine, mais je ne vois pas le lien entre critiquer les NFT et ça, en fait. Ouais, je ne comprends pas non plus le rapport, en fait. De dire que les NFT, c'est comme c'est nouveau, c'est forcément bien. Il dit qu'en fait, avant, Internet, c'était nouveau, donc c'était forcément bien et des gens ont perdu de l'argent. En fait, tout ce qui est nouveau n'est pas bien, mais on n'a pas besoin de le… Mais ça n'empêche pas qu'il y avait quand même énormément d'argent à faire à cette époque-là. Et en fait, on parle juste de ces gens-là et de cet aspect-là. Mais c'est comme ça qu'on forme les gens qu'on voit pour leur apprendre à justement prendre les bonnes décisions et obtenir le meilleur avec le moins de risques possible de cette situation. C'est ça. En fait, dans le fond, Vas-y. dans le fond, c'est de l'opportunisme. L'opportunisme, c'est ce qui sépare les gens qui réussissent et qui font des gros coups des gens qui voient le train passer en se disant que finalement, en se rassurant, en se disant que d'autres ont perdu de l'argent, donc c'était pas si bien que ça. Je veux dire, l'opportunisme, c'est une qualité qui est sous-estimée en ce bas monde. Donc voilà, si lui, il la voit pas, c'est dommage. Qui ne créaient aucune valeur, qui avaient juste eu le mérite de réserver un nom de domaine et qui faisaient croire à leurs clients qu'ils allaient devenir riches grâce à elles. Tous ces gens ont perdu plein d'argent pendant la révolution Internet. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec la révolution des crypto-monnaies et des NFT. Ce n'est pas parce qu'une technologie est prometteuse que tous les projets vont réussir. C'est même souvent exactement l'inverse. Plus le truc est hype, plus on en parle, plus il y a de concurrence et plus il y a de margoulins. Et donc, plus il y a de perdants, comme tous les gens qui ont ouvert un commerce de cigarettes électroniques en 2013 en espérant devenir riches, ou tous les gens qui se sont lancés dans le dropshipping en 2017 parce qu'on leur a promis de l'argent facile. Les gens qui se sont lancés dans le dropshipping en 2017 parce qu'on leur a promis de l'argent facile, il y en a beaucoup qui ont réussi. Ils ont bien travaillé, ils ont fait le taf, ça a marché. Je ne vois pas en quoi il faut les critiquer en particulier, quoi. C'est ça, en fait, ils critiquent les gens qui sont sortis du lot et qui ont réussi par rapport au reste. À un moment, si tu te lances dans un business et que tu le fais de manière sérieuse, appliquée et rigoureuse, il n'y a pas de raison. Mais évidemment qu'il y a des tonnes de raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, mais il y a évidemment des grandes chances que ça fonctionne. C'est comme les gens qui sont, encore une fois, on pourrait dire tous ces gens qui sont lancés dans le business des formations en ligne pour former des formateurs en ligne et qui ont échoué parce qu'ils n'ont pas réussi à activer leur business. Antoine BM, il axe toute sa communication sur le business des formations en ligne en disant que c'est comme ça qu'il a réussi. Est-ce que pour autant l'ensemble de ses followers ont réussi? La réponse est clairement non. Est-ce que pour autant on critique sa réussite? Non, parce qu'il a fait un taf remarquable. Et c'est pareil pour l'ensemble des secteurs d'activité et c'est pareil pour les NFT. Ils sont où aujourd'hui tous ces gens-là? Ils sont en train d'acheter des NFT parce qu'on leur a fait toujours et encore la même promesse d'argent facile. Mais ils ne sont jamais devenus riches avec les trucs d'avant. Et moi, j'ai envie de pousser un coup de gueule parce que ça me rend triste
Ça me rend triste de voir des gens qui étaient mes mentors, des gens comme Oussama Ammar, qui faisaient des conférences extraordinaires, qui moi me faisaient rêver. Mec, tu voulais aider les entrepreneurs à créer un nouveau Facebook, tu te retrouves à vendre des vignettes Panini sur Instagram. Il s'est passé quoi, bordel? Alors, Oussama Ammar, il n'a jamais prétendu vouloir aider les entrepreneurs à créer le prochain Facebook. Hein. Ça, c'est son point de vue à lui. Il y a un lien émotionnel parce qu'il l'a aidé à grandir et qu'il a grandi avec ça. Donc, au final, grandi, je veux dire, d'un point de vue business. Donc, forcément, il voit ça sous cet angle-là. Je crois même qu'il avait fait une interview de lui à un moment. Mais Oussama Ammar, il n'a jamais prétendu être le sauveur de l'humanité ou Mère Teresa, loin de là. Hein. C'est pas, on ne le connaît pas personnellement, mais sans le connaître et sans vouloir prendre sa défense, il n'a jamais dit vouloir faire telle ou telle action. Il faisait des conférences sur le business, point. Exactement. Et après, deuxième chose, on a fait une vidéo justement sur sa collection, Oussama Ammar. Effectivement, sa collection est un cash grab. On a analysé, on n'y est pas Semble allé. être un cash grab. Hein, oui, semble, autant pour moi. Semble être un cash grab. On a analysé, nous, on n'y est pas allé. Peut-être qu'on va se faire, peut-être que ça va cartonner, tant mieux pour lui. Mais c'est tout. Après, vous analysez, vous regardez, vous faites pas. Oussama Ammar, il fait ce qu'il veut. Enfin, s'il a envie de faire une collection, il fait une collection. Enfin, quel est le... En fait, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il est libre de sa vie, de ses choix. Et s'il veut lancer une collection, et même si c'est dans le but de faire de l'argent, enfin, je veux dire, Antoine BM, en fait, personne n'a le droit de critiquer qui que ce soit pour avoir une vision cupide d'un projet ou se lancer dans un but purement financier et spéculatif. Ça relève du choix de chacun et ça relève de la liberté de chacun. Exactement. Lui, il a fait une collection. Il n'a jamais forcé personne à vendre, enfin à acheter. Il n'a pas mis le couteau sous la gorge à quelqu'un en lui disant il faut que tu achètes, il faut que tu achètes. Non, t'achètes pas, personne ne va rien dire. C'est pas un souci. Exactement. J'avais un putain de respect pour ce mec jusqu'à ce qu'il trahisse son audience en se mettant à faire de la merde pour de l'argent. S'intéresser à la technologie, oui. Ne pas respecter son audience, les gens qui nous font confiance, qui nous suivent. Et au passage, mais c'est peut-être un détail, est-ce que tu savais qu'une seule transaction Ethereum, donc une seule transaction qu'il faut faire par exemple pour acheter un NFT, consommait autant d'électricité qu'un foyer américain de 5 personnes pendant 7 jours? Donc non seulement en achetant ces NFT d'opportunité, aucune valeur n'est créée, zéro. Mais le pire, c'est que chaque transaction est néfaste. Elle est néfaste pour la planète. Elle est néfaste pour les ressources qui sont limitées aujourd'hui. Quand on achète une NFT, on achète simplement le droit de faire tourner des putains de centrales à charbon à vide. Et c'est triste. Alors, juste une remarque là-dessus, parce qu'Antoine BM, on le suit depuis un pas mal de temps. Et au début, quand il a fait son long voyage en Asie, qu'il prenait l'avion tous les 2 jours, qu'il changeait de pays, enfin tous les 2 jours, je ne sais pas tous les 2 jours, mais de manière de parler, qu'il changeait de pays, qu'il est en train de promouvoir un mode de vie nomade axé sur le voyage, sur les déplacements permanents, sur l'avion en permanence qu'il prend et qui montre souvent d'ailleurs dans ses stories. Il était en Turquie, en Italie, aux Pays-Bas. Il voyage tout le temps. Son bilan carbone, en fait, loin de moi de critiquer son mode de vie. En fait, il n'y a pas de problème avec ça. S'il a envie de voyager en permanence, c'est son problème. Mais je veux dire, critiquer quelque chose sous l'angle environnemental, alors que tu prends l'avion tous les 3 jours, enfin, manière de parler une fois de plus, tu prends l'avion extrêmement régulièrement, que tu promeus le voyage et qu'au début de ta carrière, tu as fait l'augmentation de ton audience sur un mode de vie nomade, voyageur et clairement pas écologiste. Alors là, par contre, c'est un peu fort de café, quoi. Il y a encore plus que ça, en fait. Déjà, sa vidéo, il la met sur YouTube. YouTube, ça pollue. Pourquoi il la mettrait pas en podcast, plutôt? Il parle devant la caméra. S'il voulait avoir un impact environnemental moins fort, ben, du coup, il la mettrait sur un podcast. Pourquoi il la met sur YouTube? Parce que c'est plus d'audience. Est-ce qu'il a réfléchi à son impact environnemental? Non. Est-ce qu'il a réfléchi à son nombre de clients qu'il pourrait avoir en plus? Oui. Quand il a acheté un van, c'était pourquoi? C'était pour faire le tour de l'Europe en bagnole. Je ne suis pas sûr que ce soit le moyen le plus écologique du monde. C'est pas parce qu'on promeut le vélo depuis quelques semaines dans ses stories qu'on veut se racheter une conscience écologique et qu'on peut faire des leçons à la terre entière sur tout ça, quoi. Alors, c'est clairement ça. En plus de ça, alors ça, c'est juste la partie émergée. En plus, il nous parle de la consommation du NFT. Il parle de NFT. NFT, c'est quoi? C'est lequel? Quel réseau? Quelle blockchain? Ah, ok, on parle de la blockchain Ethereum, Layer 1, uniquement Layer 1, Ethereum. Le Layer 2, il existe. Tezos, ça existe. Polygon, ça existe. Ronin, ça existe. Tout ça, quel est l'impact environnemental? Quasi nul. Acheter un NFT, c'est quoi? C'est acheter une image. C'est flex en achetant une image. À la place d'acheter une image, on n'achète pas des fringues. Les fringues, ça fait quoi? Ça pollue beaucoup plus, non? Il y a tellement de... Enfin, pour le coup, cet argument, c'est l'un des plus mauvais arguments qui existent. En plus de ça,
même ne serait-ce que Internet et tout ça, enfin, là, dans l'endroit dans lequel tu vis aujourd'hui, il vient de quoi? Il vient de la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'était polluer en masse pour pouvoir innover. Toute innovation, elle est beaucoup trop polluante au démarrage, c'est normal. Après, avec le temps, tu t'améliores. Mais c'est évident que tu vas pas commencer à faire un truc parfait simplement enfin, tu peux pas faire un truc parfait parce que tu vas pas polluer, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. C'est ça, en fait. Ça, c'est vraiment un argument. Ouais, bon, puis la NFT, c'est quand même, comme j'ai pas envie de critiquer le truc, je vais trouver un dernier argument en disant que l'écologie, c'est pas bien. Alors que voilà. Ouais, en plus ça va, une famille de 5 personnes, une semaine, c'est pas non plus, c'est pas démesuré non plus. Ouais, Vraiment, cet argument écologique, c'est genre, je connais pas les NFT, j'ai vu un article sur Journal du Net, ah ben c'est pas mal, ça appuie mon argumentation, je vais le prendre. J'ai pas regardé Tezos, j'ai pas regardé les Layer 2, j'ai pas regardé Rona. La grande majorité des transactions, elle se fait pas sur le Layer 1 Ethereum. C'est là où il y a le plus d'argent qui se fait, mais c'est pas là où il y a le plus de c'est pas là où il y a le plus de transactions. Le plus de transactions sur Rona, ça pollue très très peu. Et encore une fois, il était parti à New York, il est revenu. Enfin, il a fait tellement de voyages. Alors, si on veut parler d'écologie, d'avion, transport, le van, enfin bref, c'est vraiment pas la bonne personne pour parler de ça. En fait, il faut juste. Moi, je critique pas le mode de vie d'Antoine BM, il a le droit de vivre comme il l'entend. Il faut juste avoir une cohérence entre le discours et la réalité de son quotidien. Exactement. Alors, les NFT, ça a du potentiel. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, je m'intéresse à la technologie. Je lis des articles là-dessus, je me forme, j'essaie de garder la tête froide et j'essaie de voir où est la vraie révolution. De faire le ménage un peu au milieu de toutes ces promesses d'argent facile et ces margoulinages. Et j'essaie de trouver où est le truc intéressant derrière cette hype. Et pour moi, ce qui est vraiment intéressant derrière cette folie des NFT, c'est la puissance de la persuasion. C'est le fait qu'on arrive à convaincre des gens qu'en achetant les droits de propriété sur un JPEG parmi 1000 autres JPEG quasiment similaires, ils vont devenir riches. On a littéralement réussi à vendre du rien, du vide, du vent pour des millions. Il est là le coup de génie. Elle est là la vraie révolution. Et il est là le pouvoir. Le pouvoir de rassembler une audience. Le pouvoir d'inspirer les gens. Le pouvoir de vendre. Il faut être honnête, elle est là la vérité. Et il y a des façons propres de faire ça. Oui, il y a des façons propres d'utiliser ce pouvoir d'influence qu'on peut développer. En vendant des produits et des services utiles, en créant de la valeur pour le monde. Ça peut être en vendant des formations, par exemple, comme je le fais ou comme d'autres le font, pour aider les gens à développer des vraies compétences, des compétences utiles qui vont leur être utiles dans leur vie. De générer des transactions. Alors, il y a 2 minutes, montrer que le biais du survivant ou alors la persuasion qui était mise en avant, elle était malsaine et c'était vraiment pas bien de dire ça. Et en fait, le discours, il change du tout au tout par rapport au défendre, prêcher pour sa paroisse. Il y a 2 minutes, dire que les NFT, enfin la persuasion qui était utilisée dans l'argumentaire de vente sur la publicité, il était trop fort. Là, d'un coup, ça devient un coup de génie. Ça passe de c'est malsain à c'est un coup de génie. Pourquoi? Parce que du coup, il veut le présenter comme utile pour ce que lui fait, c'est-à-dire vendre des formations. Il le dit d'ailleurs très bien. Et deuxième point, le coup de génie des NFT, c'est vendre des millions du vent. En fait, mec, on n'a rien inventé, c'est le concept de l'art, hein. Quand tu vends un tableau, qu'est-ce que c'est le coût d'un tableau, c'est quoi? C'est 20 € pour la toile, peut-être 40 avec le cadre, et la peinture, le coût de la peinture, on va dire ça, allez, même 100 € grand maximum, et c'est vendu des millions et des millions d'euros. En fait, les NFT, ils n'ont rien inventé là-dessus. Vendre du vent de manière avec de la persuasion en créant une hype artificielle, bah, c'est le concept de l'art tout simplement. Et ce concept, il existe déjà depuis bien, bien longtemps, des années, des décennies. Donc, c'est un peu jeter toute la faute sur les NFT alors que les NFT ont juste transposé ce concept de manière digitale. Exactement. On vend bien une banane scotchée au mur à 75 000 $. Ouais, exactement. Ou alors des petits points sur un tableau à plusieurs millions. Ça fait personne. Qui te rendent fier en tant qu'entrepreneur. Alors, ça ne va pas être de l'argent facile. Tu ne vas pas gagner 20 000 € en une semaine en n'y connaissant rien, ça n'existe pas. Mais ça va être de l'argent propre. Au passage, on ne gagne pas 20 000 € en n'y connaissant rien. On gagne 20 000 € en ayant énormément de compétences et énormément de connaissances. Et parfois en une journée, d'ailleurs, pas en une semaine. Mais parfois en une journée. En quelques heures, même, un peu moins que ça.
En Et 2-3 quand tu heures. dis tu Une heure. gagneras pas 20 000 euros en une semaine, ça veut rien dire. Enfin, il y a tous les cas de figure possibles dans le monde du business. Il y a des gens qui gagnent 20 000 euros en une journée, ça arrive et ça, c'est arrivé, ça arrivera. Donc dire que voilà, en fait, il n'y a pas de normes pour dire. Ça me rappelle un email de Stan Leloup qui disait pour monter un business solide, il faut 3 ans. Il n'y a pas de règle en fait. Il y a des gens qui vont mettre 20 ans, d'autres qui vont passer une année. Bon, c'est sûr qu'en 2 jours, c'est un peu compliqué, mais il n'y a pas de chiffres précis qui vont déterminer à quelle vitesse tu vas monter ton business. Ça dépend de la personnalité, d'avec qui tu t'associes, si tu t'associes ou pas, du secteur d'activité, la manière dont tu travailles. Ça dépend de tellement, tellement de choses. Et puis, ça va être de l'argent stable. Qu'est-ce qui va se passer quand les NFT vont passer de mode, quand la hype va être passée, quand... Ça va être de l'argent stable. Les formations en ligne, c'est de l'argent stable. J'ai du mal à y croire. Hein. Non, mais surtout que c'est sur des thèmes qui varient tout le temps. Internet, même d'une année sur l'autre et même de quelques mois sur les autres, ça évolue en permanence. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit de l'argent très stable. Ouais. Non, là, Quand le projet crypto dans lequel tu as investi, bah, y a plus grand monde qui va s'y intéresser parce que c'est comme ça pour tout. Si tu développes une vraie boîte avec de la vraie valeur, bah, finalement, tu n'es pas dépendant de la dernière mode. Tu n'es pas dépendant de phénomènes que tu ne contrôles pas, comme le cours du Bitcoin, par exemple. on est toujours dépendant de phénomènes qu'on ne contrôle pas. Sa vidéo, elle est sur YouTube. YouTube, il ne le contrôle pas. Si un jour YouTube il supprime sa chaîne, il ne le contrôle pas. Il y Il a en est dépendant, toujours. oui, il en est dépendant. Évidemment qu'il est dépendant. Il envoie quoi? Des emails. Les emails, c'est quoi? Ben, ça passe par Gmail. Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement? La mise à jour iOS 14. Est-ce qu'il en a parlé sur son groupe Facebook? Oui. Pourquoi? Parce que c'est un événement qu'il ne contrôle pas. Bien sûr qu'il est dépendant d'événements qu'il ne contrôle pas. C'est un Évidemment. concept général, en fait. On est toujours dépendant d'éléments, de personnes qu'on ne contrôle pas. C'est normal. Enfin, tout ce qu'il utilise, Podia, il le contrôle? Non, il ne le contrôle pas. Ben, c'est pareil, il en est dépendant. Même chose. Bien que le cours du Bitcoin dirige un petit peu le chiffre d'affaires des vendeurs de formations sur les crypto-monnaies. Donc, c'est de l'argent propre, c'est de l'argent stable, et puis c'est de l'argent qui peut être abondant, à toujours, à tout le temps. Mais quand tu arrives à devenir bon dans ce que tu fais, à atteindre une forme de maîtrise, à avoir des clients satisfaits. Des clients satisfaits, c'est quoi? C'est une clientèle qui rachète. Aujourd'hui, avec mes formations, c'est plus de 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois qui tombent. Voilà, on revient à ces formations au final. Toute la vidéo pour dire achetez mes formations. Les En NFT, fait, c'est de la merde, achetez mes formations. la persuasion qui était si mal, en fait, sa vidéo, c'est une vidéo de vente pour dire que les NFT, c'est de la merde et que du coup, le vrai business model, c'est la formation, donc acheter ma formation. En fait, il critique la persuasion je ne sais plus quel chapitre en disant que c'est mal pour finalement appliquer le même modèle pour vendre ses produits. Donc, c'est très, très ironique comme mode de fonctionnement. Il n'y a pas beaucoup de frais, il n'y a pas beaucoup de dépenses et c'est relativement stable d'un mois sur l'autre. Et je sais que ça marche, pareil, pas pour tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai des dizaines de témoignages d'élèves. Mais en pause, pas pour tout le monde. Biais du survivant, exactement pareil. Bah, pareil pour les NFT. Pourquoi ça marche? Alors pourquoi d'un coup, là, il a le droit d'en parler, même si ça ne marche pas pour tout le monde. Et pour les NFT, pour Internet ou pour n'importe quelle autre activité, bah, du coup, c'est malsain parce qu'on met en avant que ceux qui ont survécu ou pour le dropshipping. Strictement pareil. Et d'ailleurs, au passage, il y a beaucoup plus de gens qui ont gagné de l'argent, beaucoup plus d'argent de manière beaucoup plus stable avec le dropshipping qu'avec les formations en ligne. Exactement. En fait, la phrase je sais que ça marche, pas pareil, pas pour tout le monde, je peux faire la même chose pour les NFT. Et d'ailleurs, avec tout. quand même un pourcentage de comment ça marche, je suis certain que j'ai un meilleur ratio que lui. Hein. Ah, c'est certain, c'est certain. Parce qu'il a une grosse audience et beaucoup galèrent. Hein. Donc, je sais que ça marche pas pour tout le monde, pas pareil. Bah, les NFT, on n'a pas le droit, mais ces formations, on a le droit. Sur quels critères? Je ne sais pas. Non, je dis sur quels critères que c'est arbitraire en fait. Ah, c'est complètement arbitraire. Qui témoigne de comment le fait de créer un business stable, viable, qui consiste à créer de la valeur pour les gens, ça a changé leur vie et ça les a rendus pas seulement plus riches, mais aussi plus heureux et plus libres. Alors moi, j'ai une newsletter quotidienne. Cette newsletter... Alors, pas seulement plus riche, mais plus heureux et plus libre. Alors ça, c'est un jugement de valeur. Plus heureux, nous, on n'a pas besoin de... Enfin, le bonheur, il ne dépend pas de vendre des formations en ligne ou de faire ça. Le bonheur, il est profondément lié à chacun et à ce que chacun a envie de faire ou a envie de... Si les gens veulent juste faire de l'argent par de la spéculation et que ça les rend heureux, libre à eux. On n'est pas là pour les juger. Il appose un jugement de valeur sur les gens qui ne fonctionnent pas comme lui pour mieux les discréditer et mettre en avant ce que lui propose. C'est complètement scandaleux. C'est ça. Nous, ce qu'on propose, c'est
gagner de l'argent. On ne dit pas gagner de l'argent, devenez plus heureux ou quoi que ce soit. On est juste, enfin, on dit juste apprenez à mieux maîtriser les NFT, mais on dit jamais devenez plus heureux ou quoi que ce soit. Ce n'est pas l'objectif. Et on ne peut pas juger du bonheur de quelqu'un. C'est absolument impossible. C'est ça, on est personne pour dire comment la personne doit être heureuse. Peut-être que dans son couple, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'Antoine est malheureux dans son couple ou dans sa vie. Peut-être que, il y a des tonnes de facteurs qui entrent en jeu. La famille, les amis, le couple, la vie quelconque, la santé. Enfin, je veux dire, le bonheur, il ne dépend pas de si tu as réussi à vendre des formations en ligne ou plutôt des NFT. Ça dépend de chacun et de la vie de chacun. Donc, c'est quand même assez… c'est même… en anglais, on dirait patronizing de dire un truc pareil. C'est un email que j'envoie chaque matin qui est rempli d'idées, de conseils et d'inspiration pour créer une entreprise prospère à l'ère d'Internet. Pas à l'ère des cryptos, pas à l'ère des NFT, pas dans une ère qui va peut-être durer que 2 ou 3 ans. Vas-y, mets en pause. Dans une ère qui est là pour durer. À l'ère d'Internet, il y a 5 minutes de ça, il critiquait Internet, l'ère d'Internet. De toute façon, les gens n'ont rien fait avec. Et là, d'un coup, c'est un truc incroyable. C'est ça. Internet, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Peut-être que ça va changer. Peut-être que demain sera le metaverse. Ça sera peut-être totalement différent, on ne sait pas. Et c'est pas quelque chose de stable, en fait. Rien n'est stable, tout est mouvant. Je veux dire, en plus, on est dans une période où clairement, on est là pour le savoir, quoi. Si il a fait sa vidéo le 16 janvier 2022, oui, bah oui, clairement, il est bien au courant que le passage qu'il devait faire à New York, il devait être un peu plus long que prévu. Finalement, bah, ça n'a pas été aussi stable qu'il pensait. Pourquoi? Parce qu'il y a des tonnes de choses que tu ne maîtrises pas et tonnes de choses que tu ne peux pas anticiper. Donc, rien n'est stable en ce bas monde. Sinon, pour la petite anecdote, on avait vu un boucher dans une station de ski qui venait de lancer son business. 2 mois après, il a dû fermer pour cause externe de Corona partout. Au final, c'est censé être stable? Pourtant, on dit que c'est stable, sans problème, c'est un petit business, une petite C'est entreprise. ça, c'est un business de proximité sur une denrée de base. Et en plus, ils faisaient des très très bons poulets. Donc voilà, ils étaient vraiment très, très Au bons. final, ils viennent de se lancer, 2 mois plus tard, il a dû fermer. Pourtant, c'est stable. Exactement. Durer probablement tout le reste de notre vie. Le but de cette newsletter, c'est de t'aider à créer une vraie boîte avec des produits utiles, avec des clients satisfaits, avec une clientèle qui rachète. C'est peut-être pas le truc qui est le plus fun du Produit utile, ça c'est encore une autre lubie, ça. Quand une nana qui a 50 paires de chaussures en achète une 51e, c'est pas un produit utile, mais c'est pourtant un produit que tu vends. Quand on achète quelque chose, c'est toujours utile d'une certaine manière, sinon on l'achète pas en fait. C'est ça. Il faut que satisfait, oui, mais utile, pas forcément. Du monde, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Et donc, si tu n'es pas inscrit à cette newsletter, bah, tu rates un email chaque matin. C'est des emails une fois qu'ils sont envoyés. Si tu n'es pas inscrit, tu rates. Ça me rappelle un peu le FOMO qu'on a vu juste avant. Tu rates des trains. Si tu n'es pas dedans, tu vas rater quelque chose. Attends, là, j'ai la peur de missing out, fear of missing out. J'ai la peur de rater les emails secrets. Ouais, j'ai cette peur un peu là, non? C'est marrant, ça me rappelle quelque chose qui était dit juste avant. Alors pourquoi d'un coup le FOMO il est validé? C'est bizarre, hein? Je comprends pas. C'est trop tard, tu ne peux pas les récupérer à moins d'être inscrit et de les avoir dans ta boîte mail. Donc, si tu ne fais pas encore partie des plus de 40 000 personnes qui sont inscrites à cette newsletter, tu rates quelque chose. Si tu ne fais pas partie des 10 000 personnes qui possèdent un Bored Ape, tu rates quelque chose. Pareil. Voilà. Tu rates quelque chose, FOMO une fois de plus. C'est une newsletter qui est gratuite et c'est le premier lien juste en description si tu veux la recevoir. Alors, je précise que je fais des offres commerciales dans cette newsletter. Ça veut dire que je vends des formations, des méthodes que j'ai testées, qui ont été confrontées au réel. Et donc, si tu es d'accord pour que je te fasse ces promotions, bah, tu peux t'abonner à la newsletter. Si tu ne veux pas entendre parler de mes offres, ne t'abonne pas parce qu'évidemment, tu ne vas pas être content. Alors, je voudrais juste ajouter une chose avant de terminer cette vidéo. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne vont pas être d'accord. Laissez-moi des commentaires. J'aime bien la confrontation. Peu de gens… Bon, on a fait encore mieux que ça. C'est pour la… De quoi? On a une vidéo, comme ça au moins la confrontation. Oui, et puis c'est pour valider que, regardez, j'ai raison, je suis ouvert, vous pouvez faire une vidéo. Il y a ça, et il y a l'algorithme YouTube, du coup ça référence mieux la vidéo et du coup ça la propulse davantage. C'est ça vrai, en fait. Je pas pensé aussi, ouais. Mais d'ailleurs, vous pouvez également laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, avec grand plaisir. Faites-nous Exactement. YouTube. Propulsez notre vidéo avec vos commentaires. Mettez des petits pouces rouges. De toute façon, on les voit même plus maintenant apparemment. Ouais, mettez des pouces bleus, des pouces rouges, parce des que vous n'êtes pas commentaires. content. Allez-y. Nous, ça nous arrange. Allez-y. Exactement. Sont devenus très riches en essayant absolument de devenir très riches.
Steve Jobs n'est pas devenu très riche en essayant à tout prix de devenir très riche. Il est devenu très riche parce qu'il voulait créer les meilleurs produits au monde. Il avait une autre. Il est devenu Ça, c'est très faux, ça. riche parce Les gens qui sont… qu'il a fait FOMO et parce qu'il a fait un statut. Avoir un iPhone, c'est avoir un statut. C'est toujours pareil, on en revient au même point. Et il y a beaucoup de gens qui sont devenus très riches parce qu'ils voulaient devenir très riches, hein. Jeff Bezos, il voulait devenir très riche, il monte un énorme business. Comment il s'appelle? Warren Buffett, il voulait devenir très riche, il est devenu très riche. Le mec d'Alibaba est devenu très riche. Il y a beaucoup de gens dont le but est uniquement l'argent et qui ont fait de l'argent et ils sont heureux et c'est très bien comme ça. On n'a pas à juger le cheminement et le chemin de vie et les envies de chacun. Obsession pour le bon design, pour le perfectionnisme. Les gens qui sont devenus très riches le sont généralement devenus en essayant de créer quelque chose qui leur plaisait, qui les rendait fiers et qui jugeait bon pour le monde. Voilà ce que tu peux essayer de faire. Et moi, je te dis à demain dans ma newsletter. Donc, qui leur plaisait, qui les rendait fiers, qui leur plaisait, ça ok, qui les rendait fiers, bon pour le monde, non, clairement pas, hein. Tu as des trafiquants d'âmes qui gagnent des fortunes et ils ne sont pas spécialement bons pour le monde. Tu as des gens qui vendent ce pas des business qu'on promeut évidemment, mais je veux dire, il suffit de regarder les ravages du narcotrafic dans les pays d'Amérique latine ou même en Europe. Les gens, ils veulent pas faire ça pour le bien dans le monde. Enfin, je veux dire, c'est une vision totalement idéaliste, idéalisée et qui ne correspond pas à la réalité de tonnes de personnes. Et dernier point, il avait dit un truc juste avant intéressant. Ah oui, c'est des gens qui sont très bons et qui sont perfectionnistes. C'est le contraire de ce qu'il promeut en fait. Le perfectionnisme est l'ennemi de tout, l'ennemi de l'efficacité dans le monde de l'entrepreneuriat. Les perfectionnistes, ils lancent jamais rien, ils font rien et puis il se passe rien au final. Tandis que les gens qui sont pas perfectionnistes, ils commencent quelque chose, ils ajustent et ça fonctionne davantage. Le business n'est pas adapté aux perfectionnistes. Et il le sait très très bien parce qu'il le dit lui-même. Si on était perfectionniste, on n'aurait pas fait des vidéos au démarrage avec le son pourri. On ne nous aurait pas dit « Ah, vous avez un son pourri, c'est un peu pourri comme ça, changez ». On n'a pas fait de vidéo, on n'a pas eu d'audience et on n'aurait même pas commencé à faire des vidéos aujourd'hui. On aurait pris un monteur, on aurait fait des choses, on aurait fait une tonne de trucs qui fait qu'on n'aurait jamais démarré encore aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, on a toujours une caméra pourrie, mais bon, ça, c'est pas grave parce qu'on fait quand même, les gens nous suivent et que le contenu est là et qu'on continue à produire du contenu quotidiennement, quasiment. C'est ça, ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pas l'objectif, c'est absolument pas vrai. Ça. Il le sait très bien parce que lui, il en parle en permanence d'ailleurs de ce point. C'est un point qu'il évoque souvent et dans beaucoup de vidéos. Voilà, bon, on a fait le tour de la vidéo. Comme Antoine BM, n'hésitez pas à nous mettre ce que vous avez dit dans les commentaires. On aime la confrontation et on aime surtout être propulsé sur YouTube, donc n'hésitez pas à y aller. Comme Antoine BM, nous aussi, on vend notre truc, mais on l'assume et on le fait pour l'argent. Et oui, pour l'argent, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Donc, mais on le fait en faisant gagner de l'argent à nos abonnés parce qu'on aime bien aussi les voir progresser, les voir gagner de l'argent comme beaucoup de nos abonnés qui réussissent aujourd'hui à réussir à faire des centaines, des milliers, voire à dépasser les 10 000 € de gains. Tout est vérifiable encore une fois. Nos wallets sont disponibles. Voilà. Donc le lien pour le Discord est dans la description. N'hésitez pas, on partage tous les jours de contenu exclusif sur les NFT. Les stratégies qu'on met en place, les préventes, les whitelists, Fabien répond à toutes les questions. Bref, du très très lourd si vous souhaitez apprendre à faire de l'argent avec les NFT, pas comme Antoine BM. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.